de m'avoir invité déjà, Romain, comme l'an dernier. Et puis, merci à vous d'être là aussi. Le vendredi après-midi, il fait chaud, il fait beau. Si la présa plante, effectivement, ne jamais faire une mise à jour de votre OS alors que vous êtes en prod. Mais bon, voilà, on ne se refait pas. Il y a moyen de tester des choses. Deux petits mots sur qui je suis, ce que je fais. Historiquement, effectivement, je suis journaliste. J'ai travaillé en agence de presse, j'ai travaillé en radio, en télévision à la RTBF. J'avais en charge à cette époque-là la définition de la stratégie sur les réseaux sociaux. Je me suis intéressé relativement tôt aux mécaniques et aux nouvelles manières dans lesquelles on pouvait produire, consommer des contenus. Euh, j'ai la chance aussi de pouvoir travailler, d'avoir cofondé un accélérateur de start-up en Belgique qui s'appelle Nestup, qui est piloté par Creative Wallonia. C'est un bel écosystème parce que moi je suis convaincu que, et bon, Eric en a parlé, on en a parlé ce matin aussi, que les fils ils se touchent entre le monde des médias, le monde de l'économie, le monde des startups. Quand on est journaliste, je pense qu'on ne fait pas ça pour le pognon, mais il en faut pour vivre, il en faut pour pouvoir payer ses factures fin du mois, il en faut pour pouvoir engager des gens et produire des contenus de qualité, rendre l'activité à tout le moins sustainable. Voilà, j'ai eu l'occasion aussi de faire pas mal d'autres choses dans ma carrière, de pouvoir voyager un petit peu, d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passait. Et j'ai pu accompagner pendant un temps aussi en tant qu'advisor. On me demandait mon avis et je le donnais. Voilà. On ne se fait pas prier dans ces cas-là et on apprécie les rencontres qu'on peut faire. Moi, j'avais envie de vous parler évidemment de ce que je suis en train de faire pour l'instant. C'est une somme d'expériences que je mène progressivement en tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur, puisque voilà, je suis indépendant, mais dans une version où je considère que le fait d'être freelance, c'est un vrai plan A, me concernant en tout cas. Je prends un bonheur non dissimulé à monter des projets avec des étudiants, avec des médias. J'ai traîné mes baskets dans beaucoup de médias ces derniers temps pour former des gens, pour faire du conseil aussi. Voilà, et l'an dernier, j'étais venu ici. Ouais, vous parlez de ça. En tout cas, c'était ça que j'avais en tête. L'idée que le terrain numérique et le terrain physique étaient définitivement faits pour fusionner, qu'on était pervasé en permanence des réseaux avec nos smartphones en poche. L'envie aussi, après avoir passé beaucoup de temps derrière mon ordinateur dans des rédacs, de pouvoir retourner sur ce terrain-là, sur le terrain physique, repartir rencontrer les gens. Un peu hippie, un peu hacker, un peu tout ça sur les bords aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je construise mon propre modèle économique aussi pour faire ça. Il ne suffisait pas d'acheter une bagnole et puis ça roule pas à la flotte, quoi. Et la data, elle coûte aussi un peu d'argent. Donc il a fallu que je trouve le moyen de construire un modèle, des modèles, parce que chaque fois que je sors le véhicule, c'est une mission différente, c'est une manière différente de construire le projet. Et entre l'an dernier et cette idée-là et cette année-ci, voilà le chemin parcouru. On voit, je suis parti de Belgique là, mardi matin, et puis voilà tout le trajet qui a été fait à bord de ce véhicule qui est connecté en permanence. Il y a un modem dans le coffre qu'on a installé, il y a un générateur de courant qui permet d'être autonome en électricité. Je ne suis pas électricien, je ne suis pas ingénieur réseau, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de gens et d'une communauté qui m'a aidé, qui m'a challengé en fait à pouvoir construire ce véhicule. Et là, j'ai la chance, pendant les 3 jours du festival, d'accompagner des étudiants de Sciences Com qui, pendant les 3 jours du festival, vous les avez sans doute croisés, on s'est amusé à embarquer certains des speakers, des intervenants, et de les ramener à la gare, de les ramener à l'aéroport, et pendant le trajet, de construire une discussion. Alors, est-ce que c'est une interview? Oui, sans doute, dans un format assez classique, sauf qu'on utilisait des iPads, des iPhones, des moyens légers, des moyens mobiles, de réalisation en temps réel pour pouvoir construire des vidéos qui allaient être publiées dans le laps de temps le plus court possible, en partageant tout ça sur les réseaux sociaux. Et la carte que vous voyez, en fait, c'est une carte qui permet de venir déposer au bon endroit, au bon moment, les contenus qui sont produits par les gens qui sont dans le véhicule, mais aussi les gens qui sont en dehors, et de pouvoir raconter des histoires avec un principe de base qui est celui de cette carte. La mobilité étant quelque chose de très important à l'heure d'aujourd'hui. On consomme de plus en plus de contenu sur un smartphone. Les tablettes, on est un peu dans un usage différent, mais les smartphones sont
sans doute le premier device sur lequel vous allez recevoir de l'information et en consommer. Donc l'idée, c'est d'essayer de confronter ça. C'est comment est-ce qu'on produit des contenus en mobilité, parce que c'est une des bonnes manières de se rendre compte aussi de comment on les consomme. Et donc, avec un souci, c'est celui de faire monter en compétences des étudiants, mais de faire monter aussi en compétences d'autres gens, et de pouvoir réussir à amener du sens, à amener une plus-value, à faire en sorte que quand vous mettez le pied dans le véhicule, vous commencez à vivre une expérience. Cette expérience, elle dure depuis mardi matin, parce que j'ai embarqué des start-upers avec moi depuis la Belgique pour venir jusqu'ici, et puis on retournera demain pendant la journée là-bas aussi. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce qui fait que ça marche, ou en tout cas jusqu'à présent que ça marche? Je le disais, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont fait confiance. C'est définitivement un très beau mot. Des gens qui m'ont challengé aussi sur l'idée, qui m'ont permis d'avancer, de déconstruire le modèle économique, puis de le reconstruire. Et voilà, il y a un peu plus de 300 personnes sur la communauté Google+. Alors c'est ça, plus tous les autres réseaux, évidemment, sur lesquels moi je peux être actif et en conversation avec les gens. Mais le modèle, il est complètement hybride, voire bâtard, mais c'est ça aussi qui fait sa force. C'est que le risque entrepreneurial d'acheter le véhicule, je l'ai pris. J'en ai pris pour 5 ans pour le payer. Et il y a toute une série d'équipements à l'intérieur qui étaient difficiles à acheter. En termes, financièrement, il faut pouvoir supporter ça quand on est indépendant. Mais j'ai senti aussi que la communauté qui m'accompagne depuis 10 ans dans ce que je fais avait envie, en tout cas dans un premier temps, d'embarquer à bord, même virtuellement. Et c'est pour ça que l'an dernier, en revenant du Web Today, j'ai lancé une campagne de crowdfunding qui a plutôt bien fonctionné. C'était très encourageant de sentir que vraiment il y avait des gens qui me backaient, comme on dit sur Kickstarter et autres. Là, c'était avec KissKissBankBank, mais c'est un processus en fait, et c'est ça qui est très riche, parce que quand j'ai lancé la campagne, j'imaginais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je vais pas vous dire que secrètement je l'espérais pas, ce serait mentir, mais on ne sait pas. Et d'autant plus qu'avec mes étudiants à l'IEX à Bruxelles, je travaille avec le crowdfunding aussi pour crowdfunder des projets journalistiques. Donc, comme on dit dans le monde des startups, je devais manger ma propre bouffe pour chien. Et c'est une question de crédibilité aussi, à partir du moment où je leur conseille de pouvoir utiliser cette brique-là dans la construction de leur projet. C'était intéressant que moi aussi je puisse m'y coller. Voilà. Donc, une communauté importante, un peu de crowdfunding au-dessus d'une couche qui était la couche principale, puisque vous voyez que la somme que je demandais, c'était 3 500 €. C'est même pas un dixième de ce que le véhicule coûte. Mais c'était question de vérifier la traction. Là aussi, c'est tous des termes qu'on retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment ça, c'est de sentir, est-ce que je délire tout seul, quoi? Est-ce que je suis tout seul à rêver de ce truc-là, ou bien est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prêts à grimper avec moi? Et le fait de sentir que la communauté, les communautés, étaient réactives par rapport à ça, ça m'a permis de leur dire, voilà, si vous voulez m'aider à prendre plus vite la route, et grosso modo, moi, mon plan de route, c'était 2014. Et déjà en septembre dernier, j'ai pu commencer à faire des premiers road trips, parce qu'avec l'argent du crowdfunding, j'ai pu acheter 2 des principaux outils qui sont le modem, qui est un modem de train ou de ground, et de pouvoir le configurer, puis de pouvoir aussi installer le matériel électrique dedans. J'ai aussi la chance, après ça, de pouvoir bénéficier d'une bourse aux subventions. C'est une subvention en fait qui est assez intéressante, parce que je m'étais dit, dans mon modèle économique, je ne veux surtout pas dépendre d'argent public pour rendre le projet viable ou pas. Donc j'ai dit, le projet, je le fais. J'ai pris le risque. Et il se fait que les choses se sont bien enquillées les unes après les autres, puisque cette bourse-là, c'est une bourse qui permet de mettre des prototypes sur le marché. C'est vraiment réussir. Il faut avoir un prototype. Le prototype doit marcher. Mais c'est pour l'accélérer, c'est pour pouvoir aller plus vite. Et donc, voilà, les pattes de mon tabouret commençaient à se mettre plutôt bien solidement ancrées. Et donc, ça m'a permis de bouger. Mais je l'ai dit, il y a pour moi une des recettes, un des ingrédients principaux dans ce que j'ai pu faire, c'est la communauté. C'est les gens qui m'ont fait confiance, et donc tout ce que les gens m'ont donné, j'essaye de le rendre. J'ai ouvert le code source de la newsroom en détaillant le plus possible tout ce que j'ai pu y faire, en mettant le prix à côté de tous les devices qu'on a pu acheter, en mettant... voilà, là vous voyez Manu, c'est un développeur qui est venu me rejoindre et qui m'aide à construire ce projet-là. Là, c'est l'interface du routeur, c'est du Linux, c'est très sensible, j'y connais que dalle. Je fais plein de bêtises dedans, et donc je suis obligé de le rebooter plein de fois, mais c'est comme ça qu'on apprend, et c'est assez passionnant. Voilà, mais c'était important de rendre ça à la communauté. Pour moi, l'open source
m'a appris et m'a donné la possibilité de mettre les mains dans le cambouis du web en tant que journaliste pour comprendre comment ça fonctionnait. Je ne suis pas développeur, mais j'ai appris des lignes de code. Je suis capable de parler le même langage que des développeurs, même si je suis littéralement incapable d'écrire moi-même une ligne de code. Et je me suis rendu compte avec le temps que cette démarche-là, cette démarche d'ouverture et de partage finalement de ce code-là, ça aide d'autres gens à s'en emparer. Et moi, je ne suis pas un vendeur de bagnole, et donc si vous voulez savoir quelle voiture il s'agit, vous pouvez le faire, et vous pouvez l'acheter, et vous pouvez acheter le même matériel que moi, ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai pas déposé de brevet là-dessus, je ne compte pas le faire, que du contraire. Le résultat, c'est quoi? C'est des missions que je mène avec, ici par exemple, c'est avec mes étudiants de l'IEX à Bruxelles, des étudiants en journalisme. On a fait un premier road trip en octobre 2013 en faisant une enquête sur les filières courtes, de production courte en Belgique. On a fait un peu plus de 1000 km en 3 jours à l'époque. Et on est parti à la rencontre de tous ces producteurs locaux qui remettent un magasin chez eux, à la ferme. On est allé voir une dizaine de ces producteurs locaux-là. Et avec une des particularités, c'est que quand les étudiants arrivent le premier jour au matin, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas quel sujet on va traiter, mais on se plonge dans l'actu, on essaye d'avoir un regard critique dessus, et puis on challenge les gens en ligne en leur disant, voilà, nous on pense que là il y a un sujet qui peut être intéressant à traiter, on a 3 jours devant nous pour aller creuser, pour aller gratter, est-ce que vous avez des conseils, est-ce que vous avez des liens, est-ce que vous avez des numéros de téléphone, est-ce que vous avez des connaissances chez qui on pourrait éventuellement aller tendre nos micros? Ça a été la première expérience qu'on a faite. On a développé le site qui va avec, donc on a mis en route un WordPress. Je ne vous montre pas toutes les pages, mais il y a eu un boulot assez conséquent. Et au fur et à mesure du trip, le blog s'enrichissait de toutes ces rencontres. On a essayé de jouer avec de la parallaxe, on a essayé de jouer aussi avec des nouveaux outils. Le deuxième trip, celui-là était encore un peu plus avancé, puisque là on est carrément dans le code. On s'est amusé avec du HTML5 à faire une enquête sur les fonctionnaires fédéraux en Belgique. C'était assez intéressant parce que là, on a pu vraiment se plonger dans le scroll-telling, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en utilisant toute une série de data aussi qu'on a été chercher. On a fait des interviews, on avait un formulaire en ligne où les gens pouvaient répondre à la question fonctionnaire, tous planqués, qui était volontairement un peu provocante, mais c'était ça aussi l'intérêt, c'était de susciter des réactions, de voir comment les gens réagissaient par rapport à ça et d'aller à la pêche aux témoignages. Donc là aussi, voilà, toute une série pendant 3 jours, on a pu faire ça. C'était passionnant parce qu'on ne savait pas où on allait dormir le soir. On trouvait des petits hôtels, des Formule 1 à gauche à droite pour aller planter nos ordinateurs pour terminer les montages et puis reprendre la route le lendemain matin. L'atmosphère qui se dégage à bord est très intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup de partage entre les étudiants. Il y en a forcément certains qui sont plus calés que d'autres. Et puis voilà, moi je leur ouvre ma trousse à outils et on essaye d'avancer. Une autre chose qu'on a fait à bord du véhicule, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'interview de la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel en Belgique avec les Google Glass que j'ai acheté, que j'ai mis 3 mois à la faire sortir de la douane en Belgique. Mais je les ai eus, j'ai pu rentrer dedans, même on a pu un peu les hacker pour rajouter 2-3 petites fonctionnalités qui permettent notamment de se géolocaliser aussi sur Foursquare par exemple. Ça, le résultat, c'est une très mauvaise interview de télé en fait. Parce que je suis statique face à elle et que quand je regarde mes notes, elle sort du cadre, forcément. Mais il faut le faire une première fois pour le savoir. Ça ouvre plein d'autres idées sur la manière dans laquelle on peut raconter des histoires avec les glaces. Moi, c'était ça l'intention avec les glaces. Je suis assez convaincu d'une chose, c'est que le rapport, la grammaire audiovisuelle avec une caméra qui est embarquée comme ça en point de vue, c'est que quand les gens vous répondent, en fait, à travers vous, ils répondent à la communauté en ligne. Et donc, quand on a préparé l'interview en ligne 2 jours avant avec les gens, il y a déjà des questions qui arrivaient, il y a déjà des questions qui ont été répondues par la ministre elle-même sur le site. Moi, je relayais les questions des internautes, pas toutes, je les choisissais, je faisais mon job, et puis quand elles me répondaient, elles me regardaient moi, et à travers moi, elles leur répondaient à eux, et ça, c'était bigrement passionnant. S'en est suivi pas mal de développement, parce que le potentiel derrière était assez grand. Il y a plein de gens qui venaient me trouver en disant « Ah, moi, je fais un tour du monde, où j'ai fait un road trip l'an dernier au Brésil, et j'étais pas équipé comme ça. Et pourtant, je partageais des choses sur les réseaux sociaux, ça aurait été vachement chouette de pouvoir le mettre sur une carte, mais bon, mettre ça sur une Google Map à la main, c'est ennuyant, c'est pas facile, c'est pas beau, on peut pas le customiser, on peut pas s'amuser avec. Donc tout ça, j'ai essayé de collecter un maximum de feedback autour de ça, de s'en inspirer, de faire des choix aussi, de pas
pas tout développer en même temps, parce que là aussi, ça coûte de l'argent, et les bons développeurs, il faut les payer, et ils ne courent pas les rues. Et donc, là aussi, de nouveau, c'est les gens, les communautés en ligne, et le fait de travailler avec des startups en permanence, c'est un avantage certain pour, pour susciter aussi un intérêt là-dessus. Le step qu'on a franchi il y a quelques semaines, c'est donc ces fameuses cartes qu'on peut customiser aux couleurs des missions sur lesquelles on part. Ici, c'est une mission que j'ai menée pour le compte d'une agence de communication qui avait gagné un budget auprès du CIVA, qui est, alors je ne connais pas la définition de l'acronyme exactement, enfin bref, on est allé faire la route des vins en Alsace, on est parti pendant une semaine. On embarquait des journalistes et des blogueurs dans le véhicule. Moi, j'étais dans une condition d'obligation de moyens, pas de résultats. C'est pas moi qui ai engagé les journalistes ni les blogueurs derrière. Mon client, c'était l'agence, et c'était pas les vins d'Alsace. Donc, en gros, ils ont pu raconter ce qu'ils voulaient, réellement ce qu'ils voulaient. Nous, on s'est mis en tête de pouvoir produire des contenus. Et la petite image que vous voyez là, on est au milieu des vignes et on est live en 3G, 4G, en multicam iPad, avec une connexion qui nous amenait directement vers la Belgique, où des gens étaient sur un lounge qui lui aussi circulait en Belgique, là où les gens pouvaient acheter les différents vins en Belgique. Et on était en Google Hangout, donc les gens pouvaient poser leurs questions, et nous, on y répondait sur place. C'était très excitant. Ça ouvrait des portes, en tout cas, ça nous donnait plein d'idées. En tout cas, moi, ça m'a donné un paquet. Et vous voyez que sur la carte, on peut avoir tous les contenus qui sont produits par les gens dans le véhicule. Moi, je les récupère. On a créé une machinerie derrière qui permet de vraiment prendre tout ce que les gens publient déjà sur les réseaux sociaux pour pouvoir les mettre sur la carte. Le changement, il est important parce que jusqu'à présent, toutes les applications qui faisaient ça, c'était de dire viens chez moi, viens dans mon application, prends une photo, on va la mettre sur une carte et puis tu la partageras sur les réseaux sociaux parce qu'il faut faire revenir les gens sur la carte. Moi, je suis parti du principe inverse. C'est-à-dire que les gens, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur Instagram, ils sont sur Foursquare et ils font ce qu'ils ont à y faire. Nous, on va écouter ce qu'ils y racontent et on va essayer de donner du sens avec les contenus qu'ils produisent déjà en les mettant sur une carte. Ce qui fait que cette semaine-ci, on arrive à ce genre de carte. Vous avez vu la première au début, c'est une carte qui est chaque fois dédiée, qui est full responsive, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder sur n'importe quel écran, vous pouvez la mettre en plein écran aussi, sur des écrans tactiles, ça marche très très bien, sur des grandes télévisions tactiles aussi. Et avec les étudiants de Senscom, on a créé des contenus. Vous voyez que j'ai eu un peu de mal à me garer sous les nefs, parce que le véhicule, comme il est traqué en temps réel, toutes les 15 secondes, il y a un signal GPS qui part et qui est enregistré et qui se met sur la carte. Ce qui me permet, moi, sur base de ce flux-là de data, de pouvoir venir mettre les tweets, les photos, les vidéos, etc., et de raconter des histoires. Vous voyez, on a fait des interviews en vidéo, on va encore en faire quelques-unes ce soir, et on les met en ligne. De nouveau, l'intérêt de ça, c'est pas juste de faire joujou, c'est un outil, c'est sans doute un des plus formidables outils que j'ai jamais eu en main. On va pouvoir encore faire plein de choses. Le véhicule, je l'ai eu début août l'an dernier, donc on n'est même pas un an après en avoir parlé la première fois. Mais le résultat commence à être assez intéressant. Et puis, quand on regarde en termes de métriques, la carte de la route des vins d'Alsace, elle a été vue un peu plus de 30 000 fois. Celle qu'on fait avec les étudiants depuis cette semaine-ci, un peu plus de 3 600 fois. Ce qui est, je pense, un succès d'estime relativement intéressant. C'est les prémices. Je sais très bien qu'il y a toujours moyen de faire mieux et que des chiffres, on leur fait raconter tout ce qu'on veut. Mais moi, ça m'encourage à aller plus loin, ça m'encourage à continuer à écouter le feedback que les gens me renvoient, surtout toutes les idées qui arrivent. Il y a plein de gens qui sont venus nous trouver pendant les jours ici en disant « Ah, moi j'ai envie de faire... » aussi des choses là-dessus. On a un groupe de musique, on partirait bien quand la prochaine tournée qu'on doit faire, ce serait sympa de le faire là-dedans et de raconter les histoires en train de se faire. Pour les journalistes aussi, il y a des projets en matière d'élection, je rêverais de faire le Tour de France avec le véhicule 2 jours à l'avance et d'aller à la rencontre des gens, ça pourrait être très très marrant. Enfin voilà, mais de nouveau, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé grand-chose. Philippe Bouvard le faisait déjà dans les années 70 avec son camion radio. C'est juste qu'on le fait maintenant avec de la 3G, de la 4G et des iPads pour filmer. Pour terminer, quelques chiffres. En moins d'un an, on a fait un peu plus de 25 000 km. On a bouffé un peu plus de 70 gigas de data. On a sorti une 50aine de vidéos. Et puis, il y a quand même plus de 20 jours hommes de développement. Donc, c'est conséquent. C'est le début. C'est rien par rapport à ce que certaines startups investissent. Mais comme je vous l'ai dit, c'est 100% bootstrappé. Et voilà, donc si vous voulez checker dans Foursquare en arrivant, avec une petite photo, en le voyant, vous gagnez un free ride.
Voilà. Je vous laisse tous les liens dont j'ai parlé aujourd'hui, l'article, le lien shorté là avec le bundle de liens si vous voulez aller jeter un œil à tout ça. Et puis je mettrai ça sur SlideShare à la fin de la presse. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que des personnes ont des questions dans la salle? Toujours. Ah, alors, allez, on va prendre une question juste là. Je ne sais pas où est le micro. Hop. Alors, est-ce que tu peux te présenter en une petite phrase et ta question ensuite? Ouais, bonjour, je suis Jean, je suis journaliste de presse écrite. Je trouve génial ton plan là depuis 1 an, depuis début août, que tu as ce van. Et puis voir se matérialiser à la fin la carte avec l'agrégation des contenus postés par plusieurs personnes que tu vas piocher sur différents réseaux. Merveilleux. Et au-delà de la vertu pédagogique, puisque tu embarques des élèves et c'est comme ça qu'ils se forment au journalisme, c'est une sorte de prétexte pédagogique, c'est génial. Est-ce qu'il y a des médias, des financeurs, des gens qui t'ont appelé pour te dire, écoute, moi ça fait des années que je mets des cartes à la con sur mon site avec un petit point pour localiser Google Maps, voilà. Et j'arrive pas à agréger de contenu sur une carte, je fais toujours des textes et à côté je mets une carte ou alors des photos et je n'ai jamais trouvé de solution d'agrégation comme ça. Ce que tu as l'air de montrer là, c'est au-delà du fait qu'on voit des traits partir dans tous les sens parce que tu as cherché à te garer et que c'est un peu le bordel, mais apparemment c'est assez facile à résoudre. Voilà. Est-ce que, en dehors des vertus pédagogiques, tu penses ou tu as été contacté pour des applications professionnelles? Oui. C'est excitant. Ça ouvre plein de pistes, ça ouvre plein de portes. Il y a des projets qui peuvent partir dans tous les sens. Moi, j'ai pas vocation à passer ma vie derrière un volant, mais j'ai envie de vivre de belles expériences. Voilà. Et à chaque fois que je pars, je fais un choix de dire je vais consacrer du temps, de l'énergie. Là, au bout de 3 jours, je suis un peu sur les rotules. Mais c'est tellement gai, c'est tellement chouette. Et donc, entre les vins d'Alsace, ce que je fais ici, le fossé il est énorme, le gap il est très grand. Entre ce qui se présume et va se passer l'an prochain avec de nouveau les étudiants de l'IEX, peut-être encore ici avec ceux de Sciences Com, la boîte mail du lab commence à recevoir des chouettes trucs. Mais il y a des vrais choix à faire à en donner aussi. Là, en termes business, on est dans du B2B. Ça marche plutôt pas mal, ça me permet de financer le développement progressivement, sans investir trop de temps et d'argent personnel dedans. Enfin, si c'est mon argent à moi, mais de ne pas trouer les caisses. Les vrais choix qui vont se poser à en donner, c'est le jour où tout le monde comprendra que le modem qui est dans le véhicule, il est là aussi, quoi. Et là, on bascule dans le B2C. Et là, il faut beaucoup de sous. Mais t'es pas pressé d'arriver là? Apparemment, tu montes un truc qui a l'air super intéressant et tu dis, bon, c'est cool, s'il y en a quelqu'un dans la salle qui veut le commercialiser, ça me dérangerait pas. T'as pas l'air intéressé par une application commerciale, puisque il y en a apparemment. Il y a des applications commerciales qui existent déjà. Elles datent de fin 2010-2011 pour la plupart. J'ai fait mon petit benchmark. Et toutes ces applications-là sont plutôt du genre, comme je disais, on prend une photo dans l'application et puis on la partage sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas... c'est bizarre, hein, mais même en tant que journaliste, j'ai pas le fantasme du rédacteur en chef. Tout ce que j'ai fait avec les développeurs qui m'ont aidé, on le fait à travers des outils qui sont en hiérarchie plane. J'ai vraiment envie de pouvoir monter des projets avec des gens où tout est ouvert, toutes les contingences matérielles, techniques. Moi, je suis une bille, hein, je comprends rien quand j'ai tous les pings des serveurs qui remontent, où on me dit on a fait tel commit, on a fait tel truc, je ne vois pas le résultat directement, mais je sais qu'ils font du bon boulot, qu'ils ont le même feeling que moi autour de tout ça. Et donc, oui, à un moment donné, le fait de créer l'application qui pourrait devenir B2C ou avoir une base d'utilisateurs... Moi, mon step suivant, c'est de mettre éventuellement une application dans les mains de gens qui vivent des super voyages, qui sont des road trippers, des backpackers, des gens qui vont voir des trucs fantastiques et qui partent un mois, je sais pas, en Patagonie et qui partagent des choses déjà sur les réseaux sociaux, en leur disant voilà, amuse-toi avec la carte, partage-la, fais en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui te renvoient aussi du feedback par rapport à ça, et moi, ça m'apprendra des choses. Mais je sais que ça a un coût de faire ça. Et je ne suis pas certain d'avoir envie de le faire tout de suite. En tout cas, je sais maintenant que je suis à 2 doigts de presque sortir ce projet-là de ma boîte
et qu'il ait sa propre vie. En termes purement business, ça veut dire que moi je suis prêt à ce que cette application-là, elle ait sa vie propre par rapport à ce que moi je fais. Parce que de nouveau, j'ai pas vocation à passer ma vie derrière mon volant. Mais faire 2-3 gros projets, des beaux projets par an, ça oui, ça je continuerai à en faire parce que c'est ma bagnole. Moi j'ai vendu l'autre pour acheter celle-là. Et je vais conduire mes enfants à l'école avec tous les matins. Donc c'est un état d'esprit aussi, c'est plus qu'un outil. Mais oui, le potentiel il est là très clairement. Mais je sais qu'il va falloir de l'argent pour pouvoir le faire, il va falloir scaler. C'est pas facile. Le fait de vivre avec des startups au quotidien m'en fait prendre conscience plus que jamais. Mais c'est ça aussi qui me montre le potentiel. C'est quand tous les gens autour de moi me disent mais vas-y, fonce. Donc, ouais, c'est très gai. Merci. Donc une quête sera organisée quand vous sortirez. Oui, c'est ça. Généralement, ceux qui cherchent l'argent, ils sont dans la salle. Hein. Attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond là-bas. Oui, bonjour. Donc ma question rejoint un petit peu justement ce que tu disais à la fin. Est-ce que tu peux te présenter? Ça fait 2 questions, on ne sait pas qui tu Oui, es. alors je suis Nicolas. Tu fais quoi? Alors je fais des objets connectés surtout, je fais du web et j'ai travaillé 10 ans dans un groupe de presse, d'où ma question tout à l'heure. Je ne suis pas journaliste et ça arrange mes enfants pour le moment. Voilà, donc ma question c'est est-ce que tu penses que ce modèle de mini-car régie est exportable pour faire du reportage sur des terrains un peu plus rock'n'roll? Je pense qu'il y a pas mal de zones grises un peu partout, où hors période ou hors zone de conflit, on n'a pas de reportage, alors qu'il y a plein de choses intéressantes ou marrantes à montrer, à faire, qui correspondent en plus, je pense, à des projets de reportage pour journalistes, puisque personne ne va vouloir les financer si personne ne s'entretue. Oui. Enfin, moi, je suis parti d'un présupposé qui était relativement dogmatique au départ, c'est qu'une antenne satellitaire sur un véhicule, c'est très puissant, mais ça ne marche pas en roulant. Être capable de transmettre une séquence de JT avec un faisceau satellitaire sur un camion, fine, tout le monde le fait déjà dans les télés. Être capable de raconter une histoire en allant du point A au point B, ça c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que moi je l'ai fait de cette manière-là. En plus les technos sont quand même beaucoup plus abordables, même si ça reste un coût. Mais on raconte des histoires qui sont complètement différentes. Et c'est ça qui est passionnant derrière. On a été à un moment donné à une journée près, on partait en Ukraine l'an dernier. Il y avait 3 journalistes qui m'avaient dit écoute, on est prêt à y aller, on est prêt à mettre du pognon sur la table parce qu'on sait que si on va là-bas et qu'on est en train de raconter l'histoire pour aller en Ukraine et revenir, on va raconter une putain d'histoire et on pourra la vendre. On l'a pas fait parce que moi j'étais pas prêt. Voilà, la techno était pas prête, j'étais pas capable de pouvoir mettre sur les cartes ce que j'avais envie d'y mettre. J'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir gérer la data sur place. Et puis d'aller mettre le véhicule dans une situation à risque de ce type-là tout de suite, c'est un risque que j'ai pas voulu prendre à ce moment-là. Mais oui, 100 fois oui. Il y a tellement de projets, il y a tellement de choses qui sont possibles. J'en ai encore reçu deux ce matin pour aller justement faire des road trips, un sur le long de la frontière linguistique en Belgique pour raconter la guéguerre qu'on est en train de se faire, et puis un autre qui pouvait aller même jusqu'en Serbie. Alors j'ai pas tout compris sur le projet, mais voilà. A priori, je suis autonome sur l'Europe pour l'instant, donc j'ai un forfait data. Qui me permet d'être en autonomie. On a cramé les 16 gigas que j'avais ce mois-ci qui sont disponibles. Voilà, donc c'est pour ça que le véhicule il est en Edge pour l'instant. C'est un peu foireux parce que j'ai ma carte SIM qui est liée à ça, donc je suis en Edge. Mais bref, au-delà de ça, c'est des détails, mais ça fait vraiment partie du truc. Moi, je continue à apprendre des choses, et à partir du moment où les gens qui sont mes clients, qu'ils soient médias ou pas, comprennent l'état d'esprit dans lequel je suis, moi je suis prêt à embarquer n'importe qui pour aller faire n'importe quoi, ou presque. À partir du moment où ça a du sens et où on sait qu'on va raconter des histoires. Pardon ? T'es le nouveau Rémi Gaillard, quoi. Ah, voilà. Ça c'est marrant cette comparaison-là, parce que dans le monde du journalisme, on parle souvent de Rémi Bricard aussi. Il y a Rémi Gaillard d'un côté et Rémi Bricard. Et c'est évident qu'on ne peut pas tout faire bien. J'ai pas du tout la prétention de faire des choses, d'être excellent dans ce que je fais. Par contre, j'essaie de toucher à plein de petites choses et de mettre tout ça, d'agréger des talents. Et le trip en Alsace, j'ai engagé un de mes étudiants. Je l'ai payé en lui disant viens, toi t'es un bon. C'est une des meilleures raisons d'ailleurs pour donner cours, c'est pour repérer les bons. Et voilà, et il est venu avec moi et il a fait des putains de vidéos qui sont parties comme des petits pains. On peut les voir où ? Super jolies. Sur mon channel YouTube et sur le channel YouTube du Drink d'Alsace qu'on a créé. Elles sont sur la map. Hein. Les liens sont
sont dans le truc. Mais c'est voilà, et pareil avec les développeurs, avec les front-end designers, avec tous ces gens-là qui voilà, c'est un work in progress et ça va continuer. Enfin, je pense encore, ça va continuer à évoluer. J'ai une vraie question. On vient de dépasser de 5 minutes le temps. Il y a d'autres conférences derrière? Non. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou est-ce que vous voulez passer sur la salle Maxi? À la limite, on est là. Ok, non-réponse absolue. Je vous remercie. Et bon, on va continuer. Quand il n'y aura plus personne, on s'arrêtera. Ceux qui veulent partir, les trucs en Maxi, je crois, des conférences de start-up ou quelque chose comme ça. Tout le monde se casse du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ouais, il y en a une juste là. Donc Damien part, très bien, je les ai repérés. Claire Fouque aussi. Bonjour, Thibaut Gelvi, journaliste pour un pure player local. Il y a une question qui m'interpelle un peu. Vous avez imaginé une unité de production mobile qui vous donne une liberté assez incroyable. Pourquoi ne pas avoir prévu un couchage dedans? La boule de remorque est dessus. Hein. Ah, quand même. Et elle était mise de série à l'usine. Donc c'est évident que l'autonomie complète pousserait à le fait de mettre une caravane derrière. Mais chaque chose en son temps. Okay. Chaque chose en son temps. La définition même du type du véhicule, et je suis vraiment pas un fanat de bagnole, mais la définition de quel modèle j'allais acheter a été très compliquée parce que je savais qu'il fallait des tables à l'intérieur si on veut travailler. Que légalement parlant, si je veux être assuré, il ne peut pas y avoir des trucs qui se baladent n'importe comment. Et que, donc voilà. Pareil pour la traction éventuellement d'une caravane derrière. J'aurais pu acheter un mobil-home, on aurait été plus à l'aise. Sauf qu'un mobil-home, je ne peux pas le garer dans ma cour chez moi. Et je me vois mal aller conduire mes enfants tous les matins en mobil-home. Mais c'est plus pratique évidemment pour dormir. Non, une petite caravane Steam, tout en chrome, un truc où on sait juste se mettre à 2 ou 3, ce serait déjà très très bien, ce serait marrant. Mais ça demande encore un autre. Je pense que là on est dans du... là on est vraiment pour se faire plaisir sur ce coup-là. Je ne pense pas que c'est ça qui va apporter de la valeur ajoutée au projet. Et puis est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup un peu d'entre-soi? C'est-à-dire que si tu vis 24 heures sur 24, en fait ce qui est drôle, c'est justement d'aller se prendre un Airbnb, d'aller rencontrer du monde et de documenter un pizzaiolo qui est très bon à côté de l'Airbnb qu'on prend. C'est exactement ça. Je vais vous l'avouer, j'ai pas vu une seule conf pendant les 3 jours. Je n'ai pu entendre que ce que les étudiants, eux, ont pu aller voir. Parce que j'étais dans le véhicule à monitorer que tout se passait bien, qu'on avait assez de courant, que le Wi-Fi n'était pas par terre, ce qui est arrivé 1000 fois. Mais heureusement, à chaque fois qu'on en avait besoin, il était là, et que les iPads étaient chargés, et que iOS ne plantait pas comme une merde. Mais voilà, mais ça fait partie du jeu, et j'adore bidouiller. En fait, c'est s'approprier les outils de production pour sortir des règles, pour d'abord comprendre dans quel jeu on joue, et puis de repérer les trous, repérer les failles, et ça apporter des réponses qui vont apporter du sens et qui vont apporter une plus-value. C'est ça l'intérêt. C'est pas juste me balader avec une bagnole. Tout le monde peut le faire. Et de nouveau, je suis pas un fanat de bagnole. Par contre, j'ai un kiff terrible quand j'ai des gens derrière moi dans le véhicule. Ils sont tous avec leur laptop sur les genoux parce que finalement la table, j'ai évacué le problème en achetant des coussins et des coussins avec des tables dessus, donc chacun a sa petite table et se fait pas griller les genoux et le reste, et ça permet de bosser. Et moi mon kiff c'est de sentir les gens bosser derrière. On met un petit peu de musique, on se met sur l'autoroute à 120, ils downloadent à du 4-5 mégas et puis ils font leurs vidéos, ils font leurs tweets. Et ça moi c'est un vrai bonheur. Ouais. Merci à vous.